Comment vas-tu? Alors voilà, donc on va du coup continuer la lecture. Donc on en était au chapitre sur l'intelligence du cœur. Voilà. Donc on en était aux exemples tirés de nos séminaires. Donc Joe Dispenza, en fait, il fait des séminaires de méditation. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, son domaine, c'est toutes ces recherches scientifiques-là, mais ça va être la méditation sous toutes ses formes, parce que c'est pour lui ce qui nous permet de modifier nos schémas de pensée et donc d'envoyer des messages différents à notre corps pour être en fait dans un état de création, dans un état de gratitude, d'amour, de joie. Voilà, donc, et non pas dans un état de survie, de peur, de stress, etc. C'est vraiment aller vers l'épanouissement et vers la gratitude pour soi et la conscience, la super conscience de notre fonctionnement interne. Et voilà, vraiment être tourné sur l'intérieur, l'intuition, voilà, sur tout ce qui est à l'intérieur, plutôt que se raccrocher à tout ce qui est extérieur à nous, donc ce qui est dans notre environnement, quoi. Voilà. Alors, je continue du coup la lecture. Si vous voulez, on reviendra parce que donc là, il reste 3-4 pages sur ce chapitre. Donc, je continue la lecture et puis si vous voulez, on fera un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier de ce chapitre avant de commencer le prochain. Voilà. Alors, donc on en était des exemples tirés de nos séminaires. Pour observer comment la cohérence cardiaque crée la cohérence cérébrale, par exemple, examinez les graphiques 8A et 8B dans le cahier de couleurs. Alors vous allez voir au milieu, donc il y a plein de schémas dans le livre et au milieu vous avez du coup des graphiques colorés. Voilà, donc ces graphiques-là on les a déjà vus, je vais vous relire la légende en bas. Donc le premier graphique représente les mesures prises sur le cerveau d'une femme avant l'activation de son centre énergétique du cœur. Son cerveau se trouve majoritairement en onde bêta désynchronisée, ce qui indique que son cerveau est occupé et distrait. Le deuxième graphique montre les mesures sur le même cerveau environ 10 secondes plus tard, quand cette femme est en cohérence cardiaque. Tout le cerveau entre en onde alpha cohérente. Voilà. Ok. Donc en fait, ce qui nous explique, donc on va le revoir, mais c'est qu'en fait, le cœur et le cerveau sont liés. Et en gros, lorsque vous avez une cohérence au niveau du cœur, vous avez une cohérence au niveau de votre cerveau par rapport à vos ondes cérébrales. Donc par rapport on va dire au fonctionnement du cerveau. Voilà. Donc la première image montre des schémas relativement normaux d'ondes bêta avant que la personne ne commence à entrer en cohérence cardiaque. La deuxième image montre un changement significatif une fois que la personne se trouve en état de cohérence cardiaque seulement quelques secondes plus tard. En effet, le cœur sert d'amplificateur qui influence le cerveau et l'amène à créer des ondes alpha synchronisées et très cohérentes. Sur les figures 7.3a et 7.3b ci-contre, donc je vous les mets là, vous voyez une analyse de la variabilité de fréquence cardiaque de l'une de nos participantes lors d'un séminaire de niveau supérieur. Cette femme passe une journée tout à fait extraordinaire. Sur le premier graphique, donc celui-là, on distingue deux méditations, une le matin et l'autre juste avant le déjeuner. Chaque carré représente une période de 5 minutes. En haut à gauche, la première flèche grise, dirigée vers la droite, indique le moment où elle entre en état de cohérence cardiaque, puis y demeure. Donc c'est là, ici. Au cours de la méditation de 7 heures du matin, elle reste dans cet état pendant plus de 50 minutes, jusqu'au moment où vous apercevez la deuxième flèche dirigée vers la gauche. Donc c'est celle-là.
En bas du graphique, la troisième flèche dirigée vers la droite indique le moment où elle se trouve à nouveau en état de cohérence cardiaque pendant 38 minutes, au cours d'une méditation précédant le déjeuner, et qui se termine à l'endroit indiqué par la dernière flèche dirigée vers la gauche. On s'aperçoit qu'elle récolte le fruit de sa pratique. Maintenant, observez la figure 7.3b. Au cours de la troisième méditation, dans l'après-midi, si vous observez une période délimitée par les deux flèches grises en haut de la figure, vous observez qu'elle entre à nouveau en état de cohérence cardiaque pendant près de 45 minutes. Mais ce qui est particulièrement fascinant sur ce relevé est ce qui se passe plus tard, vers 20 heures. Regardez la dernière période délimitée par deux flèches grises, dirigées vers l'intérieur. Aucune méditation n'étant proposée à ce moment-là, nous lui avons demandé plus tard ce qu'elle avait vécu. Son cœur est entré en état de supercohérence pendant plus d'1 heure alors qu'elle se trouvait dans son état de veille normale. Alors sur les deux figures, chaque période délimitée par deux flèches grises tournées vers l'intérieur représente les moments où une participante se trouve dans un état de cohérence cardiaque alimenté par une émotion élevée et durable. Donc vous voyez, c'est ça. Donc là vous avez une première période, vous en avez une deuxième, là vous en avez une autre, et là, tac, il se termine ici. Chaque carré représente un intervalle de 5 minutes. Donc là, vous avez par exemple 5, 5, 5. Les figures 7.3a et 7.3b indiquent qu'elle récolte le fruit de ses efforts et peut ainsi réguler ses états intérieurs. La figure 7.3b en bas, là où les deux flèches grises sont dirigées vers l'intérieur, la participante se trouve en état de cohérence cardiaque pendant plus d'1 heure. Son corps est reprogrammé, son mental aussi. Donc là, c'est pendant les méditations et on peut voir en fait à 21 heures, entre 20h et 21 heures, qu'il n'y a pas eu de méditation, mais elle a réussi à reprogrammer grâce à la méditation. Voilà. Elle nous a raconté alors qu'elle se préparait à aller se coucher. Elle a soudain ressenti un sentiment débordant d'amour. Celui-ci était si fort qu'il a fallu s'allonger et s'y abandonner. Son cœur est spontanément entré en état de cohérence cardiaque et pendant 1 heure et 10 minutes, allongée sur son lit, elle a éprouvé un amour profond pour sa vie. Elle a ainsi créé un changement durable dans son SNA, donc système nerveux autonome. La dernière flèche indique le moment où elle nous a confié s'être tournée sur le côté pour s'endormir. Belle manière de terminer sa journée, vous en conviendrez. Réfléchissez. Vous savez à quel point il est facile d'anticiper un événement futur par des pensées craintives ou angoissées, en ressassant le même scénario fictif. Et vous savez que plus vous donnez d'énergie à ces pensées, plus vous ruminez d'autres résultats possibles, plus vos pensées vous amènent au bout du compte à envisager le pire des scénarios. Ce sont les émotions qui sont à l'origine de ces pensées. Vous avez conditionné votre corps à s'identifier à la peur et à l'anxiété du mental. Et si cela continue trop longtemps, vous finirez probablement par faire une crise de panique. Réaction corporelle spontanée, autonome, que la conscience ne peut contrôler. Et si au lieu d'être dans la peur et l'anxiété, vous éprouviez durablement des émotions élevées, de sorte que votre corps s'identifie à des pensées d'amour et de cohérence. Et si, au lieu de craindre d'être submergé par la peur, vous étiez très enthousiaste et aviez hâte d'être submergé par l'amour. La figure 7.4 montre 3 exemples supplémentaires de participants capables de rester en état de cohérence cardiaque pendant de longs intervalles. Si vous l'examinez attentivement, vous observerez que le cœur réagit à des émotions élevées pendant 45 minutes. Ainsi, leur corps réagit à un nouvel état d'esprit. N'est-ce pas extraordinaire ? Donc vous voyez les 3 cohérences cardiaques sur une période de 45 minutes.
Donc c'est quand les participants sont plongés en fait dans des émotions du cœur. Donc c'est la gratitude, l'amour, la joie, la plénitude, etc. Donc c'est vraiment à ce moment-là que on ressent des émotions élevées et du coup on va s'identifier à ces pensées-là et le cœur du coup réagit à ces pensées qui transmettent les émotions et enfin surtout voilà ces émotions-là puisque ça fait une boucle psycho-émotionnelle. Donc les émotions vont envoyer aux pensées puisqu'on va ressentir et du coup on va se rendre compte, donc on va penser et la pensée va renvoyer à l'émotion. Donc quand c'est positif c'est très bien, quand c'est des pensées qui sont polluantes d'anxiété, de peur, etc., là ça devient plus compliqué et c'est surtout beaucoup plus usant pour le corps et ça on l'a vu déjà sur les précédentes pages. Voilà, alors je continue. Donc on en est là. Les figures 7, donc celle-là et la 7,5b, montrent deux exemples de personnes ayant une très faible variabilité de fréquence cardiaque. Regardez en particulier les endroits indiqués par des flèches noires, dirigées vers le haut, dans leur état de veille normal. Maintenant, observez les changements de VFC quand ils se mettent à pratiquer la cohérence cardiaque, dans les périodes délimitées par deux flèches grises tournées vers l'intérieur. Même si ces moments ne durent que 8 à 15 minutes, ces participants transforment biologiquement leur cœur. Donc vous voyez, il y a des moments de cohérence cardiaque. Il y en a un petit ici aussi. Voilà. Alors, donc, sur les deux figures, vous observez, voilà, donc vous voyez deux participants à la variabilité de fréquence cardiaque très faible. Observez les périodes indiquées par des flèches noires tournées vers le haut. Donc vous voyez ici. Cependant, quand on ouvre le cœur, regardez les flèches grises, on constate un changement important. Pendant seulement 8 à 15 minutes, ces participants transforment la physiologie de leur corps. Alors, donc là, on a une méditation de cohérence cardiaque. Alors donc, cette méditation est tirée d'une technique mise au point par le HMI. Alors le HMI, je ne sais plus exactement, c'est un institut de recherche en fait sur qui fait tout ce type de recherche-là. Donc je re-regarderai, je vous dirai. Alors, fermez les yeux, détendez tout votre corps et placez votre attention sur votre cœur. Commencez à inspirer et expirer par le cœur, de plus en plus lentement et profondément. Quand vos pensées s'égarent, tournez à nouveau votre attention et votre conscience vers votre poitrine, votre cœur et votre respiration. Puis, votre attention, toujours tournée vers le 4e centre énergétique, éveillez en vous une émotion élevée, tout en continuant d'inspirer et d'expirer dans votre cœur. Une fois que vous ressentez ces émotions, envoyez cette énergie au-delà de votre corps en l'associant à votre intention. Continuez d'envoyer cette intention énergisée tout autour de vous. Au début, pratiquez 10 minutes, puis essayez de méditer de plus en plus longtemps chaque jour. Au bout du compte, quand vous saurez ce que cela fait d'éprouver ces émotions élevées dans votre corps, vous pourrez pratiquer tout au long de la journée, les yeux ouverts. Pour en savoir plus, donc, on verra la marche méditative au chapitre 9. Vous pourriez même programmer votre téléphone pour qu'il vous rappelle 4 fois par jour de prendre 1 minute ou 2 pour ressentir ces émotions élevées. Voilà. Donc, ça c'était le chapitre du coup 7 sur l'intelligence du cœur. Voilà. Voilà. Donc en gros, alors je vais peut-être vous remontrer quelques schémas si vous voulez. Alors je regarde les commentaires. Quand je stoppe
voilà la lecture, je regarde vos commentaires. Je voulais juste retrouver le HMI, mais en gros, voilà, c'est un institut de recherche. Voilà, voilà, le Earth Mass Institute. Voilà. Donc en gros, ce qui nous explique, c'est que quand on ressent des émotions élevées, donc comme je vous ai dit, de gratitude, d'amour, de joie, en fait, donc quand on ressent ces émotions, en fait, on va apporter une cohérence cardiaque, donc forcément au cœur. En fait, le cœur va avoir des mouvements cohérents, en gros. Et il va il va en fait il va servir d'amplificateur et il va envoyer des informations au cerveau. Voilà, cohérentes. Donc au thalamus, le thalamus qui est ici au milieu du cerveau. Et en fait, c'est la porte d'entrée pour ensuite envoyer du coup au niveau du cerveau, au niveau des centres cérébraux, des messages en fait d'informations cohérentes et le cerveau va en gros s'aligner à ces messages-là. Voilà. Alors après, il a expliqué beaucoup de choses, mais en gros, voilà. Voilà. Hop. Je vais juste vous remontrer ce schéma. Alors, je regarde vos commentaires. Coucou Kalissa, bonsoir tout le monde. Alors, on va du coup lire le chapitre 8. Bon, j'ai vraiment résumé le chapitre 7, mais c'est parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Et puis, on pourra en reparler après. Voilà, donc bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, donc le chapitre 8, film mental et kaléidoscope. Je venais de finir un discours inaugural un samedi soir à Orlando, en Floride. Le lendemain matin, en préparant mes bagages en prévision de mon vol retour l'après-midi, j'ai allumé la télévision pour savoir où en était la situation politique aux États-Unis. C'était en 2016. Nous étions en pleine élection présidentielle et puisque j'étais en déplacement à l'étranger depuis 3 semaines pour animer diverses conférences, j'étais curieux de savoir ce qui s'était passé durant mon absence. J'ai fait défiler les chaînes pour trouver une chaîne d'information. J'ai posé la télécommande et j'ai continué à préparer mes bagages, gardant une oreille sur les informations. Soudain, une publicité a retenu toute mon attention. Et instantanément, j'ai compris pourquoi on parlait de programme télévisé. La publicité commence par une vue extérieure de nuit de la maison d'un couple. Pendant que la caméra zoome sur la maison, les mots « Zona 14e nuit » apparaissent à l'écran. Puis une musique douce mais inquiétante se fait entendre, tandis que l'on découvre à l'intérieur de la maison un homme âgé gémissant de douleur à côté de son lit. Préoccupée, sa femme pénètre dans la chambre et lui demande comment il va. Il répond qu'il a mal. En bas, à droite, en bas à droite de l'écran, en police de petite taille, d'une couleur similaire à celle de l'arrière-plan, apparaissent les mots « scène fictive ». La femme s'avance, le regard désespéré, et soulève lentement la chemise de son mari avant d'apercevoir d'énormes lésions rouges croûteuses recouvrant plus de la moitié du bas de son dos. Les images sont choquantes, grotesques et terribles. Elles font penser à une grande brûlure du 3e degré. Au cours de mes 31 années de carrière, j'ai examiné des centaines de personnes atteintes de zona. Et je n'ai jamais rien vu d'aussi grave que les lésions mises en scène dans cette publicité. Immédiatement, j'ai compris que le but était de susciter une forte réaction émotionnelle chez le téléspectateur car c'était ce que moi-même je ressentais. Une fois que l'on voit les plaques dans le dos de l'homme, la publicité a atteint son but. Elle a retenu votre attention. La mise en scène saisissante de ces éruptions suffit à modifier instantanément votre état d'esprit. Et c'est précisément au moment où la publicité modifie en profondeur votre état émotionnel
que votre attention se tourne davantage vers cette source de perturbation dans votre environnement externe. Plus l'émotion provoquée, stimulus, est forte, plus vous êtes attentif, réaction. C'est en associant un stimulus à une réaction, c'est-à-dire en créant un conditionnement, que l'on suscite des souvenirs à long terme. Le processus du conditionnement commence par associer un symbole ou une image à un changement d'état émotionnel, et ce qui ouvre la porte du subconscient. Dans le cas de cette publicité concernant le zona, maintenant que la publicité a retenu toute votre attention et qu'elle a commencé à vous programmer, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir envie de savoir la suite. Puis résonne la voix d'un narrateur qui dit sur un ton grave « Si vous avez déjà eu la varicelle, le virus du zona est déjà en vous. » Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit et devient incapable de repousser le virus du zona. Le fait d'utiliser des stratégies émotionnelles pose des questions d'ordre éthique. La publicité affirmant aux téléspectateurs que le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. On voit ensuite cet homme en train de se regarder dans le miroir de sa salle de bain. Il paraît inquiet, brisé, démoralisé. Puis une nouvelle scène montre sa femme en train de parler au téléphone dans la cuisine. Je ne supporte pas de le voir dans cet état. Ensuite, on voit un homme recroquevillé sur son lit, une main sur le front se tordant de douleur. Le narrateur fait alors une suggestion directe, renforcée quand apparaît sur l'écran le même message. Une personne sur 3 aura un zona dans sa vie. Puis le narrateur continue pendant que la même phrase reste affichée. Les rougeurs peuvent durer jusqu'à 30 jours. Puis on voit l'épouse confier directement à la caméra « Si seulement je pouvais faire quelque chose pour l'aider ». À nouveau, on voit l'homme qui souffre et sur l'écran apparaît la phrase suivante « Une personne sur 5 atteinte de zona souffrira de douleurs névralgiques à long terme ». Cette phrase reste affichée sur l'écran le temps que le narrateur explique. Certaines personnes atteintes d'un zona souffriront de douleurs névralgiques à long terme, pouvant durer entre 4 mois et quelques années. N'attendez pas qu'un de vos proches souffre d'un zona, contactez votre médecin ou votre pharmacien pour en savoir plus sur les risques que vous encourez. Maintenant, examinons de plus près l'objectif de cette publicité. D'abord, elle modifie votre état émotionnel. Une fois qu'elle a toute votre attention, vous devenez immédiatement plus influençable et ouvert aux informations qui suivent. Étant plus enclin à accepter et à croire ces informations sans les analyser, si vous vous sentez apeuré, victime, vulnérable, inquiet, choqué, faible, fatigué ou souffrant, vous êtes d'autant plus ouvert aux informations véhiculant ces émotions. Il est probable que vous vous demandiez si cela pourrait un jour vous arriver. À plusieurs reprises, certains faits sont affichés à l'écran, afin que vous les lisiez. Cela renforce la programmation. De plus, pendant que le cerveau pensant est en train de lire, le contenu de la narration pénètre subrepticement dans le subconscient. Tel un dictaphone, ce dernier enregistre tout le texte et écrit un programme intérieur. Ensuite, au moyen d'une suggestion directe, le narrateur suscite en vous la peur en vous suggérant personnellement que vous avez déjà le virus du zona en vous et qu'à cause du processus naturel qu'est le vieillissement, votre système immunitaire n'est plus assez fort pour contrer le virus. Cela active votre cerveau émotionnel, siège du système nerveux autonome, qui est alors programmable. Une fois que les suggestions parviennent à votre système nerveux autonome, ce dernier obéit sans même se poser de questions et se charge de produire dans votre corps les changements chimiques correspondant à ces suggestions littérales. En d'autres termes, votre corps est programmé de manière subconsciente et automatique afin que votre système immunitaire
s'affaiblissent. La morale de la publicité est que vous courez des risques et qu'il vaut mieux ne pas attendre d'être malade. L'impact de la publicité va même encore un peu plus loin. Si vous avez déjà eu la varicelle et qu'après avoir regardé cette publicité, vous pensez que votre système immunitaire est faible à cause de votre âge, vous croirez avoir encore plus besoin de prévenir le zona et vous aurez encore plus besoin d'acheter le médicament correspondant. S'il se trouve que vous avez déjà un zona au moment où vous regardez la publicité, lorsque vous voyez que votre situation n'est pas aussi grave que celle de l'acteur, vous songez peut-être « Il faut que je prenne le médicament maintenant pour que ma situation n'empire pas. Je ne veux pas finir comme lui. » Et si vous n'avez pas de zona à la fin de la publicité, vous vous demandez peut-être « Est-ce que je fais partie des 2/3 de la population qui ne court pas de risque ou du tiers qui va contracter le virus ?» Si vous espérez ne pas faire partie du tiers, cela signifie que vous croyez qu'il y a une chance pour que vous soyez vulnérable à la maladie, ce qui vous amène à penser inconsciemment que vous l'avez déjà. Savez-vous ce que j'ai trouvé le plus absurde dans cette publicité ? Il n'est fait nulle part mention d'un médicament, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'obligation pour l'annonceur de révéler ses effets secondaires. La publicité ayant piqué ma curiosité, j'ai cessé de faire mes bagages et j'ai regardé sur internet pour voir si la même société pharmaceutique avait fait une autre publicité. Je voulais savoir, selon eux, quel médicament diminuerait la gravité des lésions de l'acteur, qui étaient fabriquées de toutes pièces et exagérées. Après une recherche rapide, j'ai trouvé plusieurs publicités similaires sur le même thème et avec la même formulation, mais avec quelques variantes. Néanmoins, toutes avaient un point commun, leur but était d'attirer l'attention du téléspectateur. Dans la publicité suivante que j'ai trouvée, une femme portant des lunettes de natation fait des longueurs dans une piscine. Tout est en noir et blanc. Il y a une différence avec la publicité précédente. La narratrice, qui parlait sur un ton autoritaire, joue le rôle du virus du zona, s'exprimant dans les pensées de la femme. Impressionnant, Linda. Le vieillissement ne te ralentit pas, mais il affaiblit ton système immunitaire et augmente le risque que tu encours de me contracter, moi, le virus du zona. Je me cache à l'intérieur de toi depuis que tu as eu la varicelle. À n'importe quel moment, je pourrais apparaître sous la forme de rougeurs douloureuses. Soudain, la scène en noir et blanc laisse place à une scène en couleur dans laquelle un homme soulève sa chemise et laisse apparaître les pires rougeurs qui soient. Encore une fois, la lésion grotesque et boursouflée ne peut que capter l'attention. Et aussi, soudainement, on revient à la nageuse en noir et blanc. La publicité continue sur le même ton que la précédente. D'abord, on fait une affirmation frappante, puis on montre une image choquante qui modifie l'état émotionnel du téléspectateur et le rend ainsi plus influençable. Et enfin, on fait appel à l'autosuggestion pour qu'il se demande s'il a déjà un zona. Cette publicité laisse également entendre que même quand on est en bonne santé, que l'on fait de l'exercice physique et que l'on prend soin de soi, on peut être victime du virus, ce qui suggère que nul n'est à l'abri. Là encore, les paroles sont renforcées par un message apparaissant à l'écran. Une personne sur 3 me contracte au cours de sa vie. Linda, est-ce que ça tombera sur toi ? Et si vous vous identifiez à cette femme, la voix vous parle directement. Puis le ton de la publicité change. On entend alors un nouveau narrateur parlant avec confiance et légèreté, sans inquiétude ni préoccupation. Et c'est ainsi que Linda m'a acheté moi, le médicament X. La scène reste en noir et blanc à l'exception du maillot de bain de la femme, de son bonnet et du nom du médicament qui apparaît sur l'écran dans une police grande et sophistiquée. Alors, le nom du médicament s'imprime dans votre cerveau à un autre niveau. Là encore, la publicité a créé une association entre d'une part votre santé et votre sécurité, et d'autre part le médicament qui vous protégera.
Le slogan s'affiche alors à l'écran, lu par le même narrateur qui affirme que le médicament contribue à stimuler le système immunitaire et à contrer le zona, pour la protéger contre toi, le zona. À la fin de la publicité, le narrateur conclut ainsi: le médicament X est utilisé pour prévenir le zona chez les adultes âgés de 50 ans et plus. Ce médicament ne doit pas être utilisé pour traiter le zona et il n'aide pas tout le monde. Et cerise sur le gâteau, ne prenez pas ce médicament si votre système immunitaire est affaibli. Waouh! Ironie du sort, on vient de vous dire que le vieillissement provoque un affaiblissement du système immunitaire qui vous fait courir un grand risque de contracter le zona. Le médicament est censé renforcer le système immunitaire, mais il ne faut pas l'employer si le système immunitaire est affaibli. C'est un véritable dilemme. Si vous choisissez quand même de prendre ce médicament, vous croirez qu'il sera plus puissant que votre système immunitaire potentiellement affaibli. La programmation est efficace. Ce que c'est le publicitaire, rusé voire malhonnête, et que ce message porte à confusion et perturbe la conscience. Mais en même temps, on programme votre subconscient afin qu'il croie que votre système immunitaire est faible, que vous avez probablement déjà le virus en vous et qu'il y a de fortes probabilités que vous ayez un jour un zona, même si vous êtes en bonne santé. De surcroît, on vous dit que sans ce médicament, vous allez probablement souffrir, bien qu'il n'y ait aucune garantie que le zona disparaisse facilement, et que cela pourrait ne pas être efficace si votre système immunitaire est faible. Finalement, s'affiche la liste des effets secondaires, qui ne sont d'ailleurs pas secondaires mais bel et bien directs. Éruption cutanée similaire au zona, rougeur, douleur, démangeaison, gonflement, bosse, chaleur, bleu et gonflement à l'endroit où le médicament est injecté et maux de tête. Consultez votre médecin si vous prévoyez de côtoyer des nouveau-nés, des femmes enceintes ou des personnes dont le système immunitaire est affaibli, car ce vaccin contient une version affaiblie du virus de la varicelle et vous pourriez les infecter. Waouh! J'ai commencé à me demander sur quelle planète je vivais. Ce genre de programmation amène à s'interroger. Avons-nous vraiment un libre arbitre ou faisons-nous tous des choix en fonction des conditionnements dont nous faisant croire que la solution à notre problème est une bière, un shampoing, un après-shampoing, le dernier smartphone ou un médicament pouvant ou non vous soulager du virus du zona que vous avez peut-être ou peut-être pas. Très souvent, la publicité s'appuie sur le manque et la séparation et vous rappelle de vouloir ce que vous n'avez pas, de désirer ce dont vous avez besoin pour trouver votre place dans la société ou de combler un sentiment de vide ou de solitude. Et bien sûr, en l'occurrence, si vous êtes malade ou le pensez, l'annonceur a la réponse à vos symptômes. Au cours d'une ultime recherche, je suis tombée sur une publicité similaire sur le même thème. On y voit un acteur traversant de grandes souffrances pendant 17 jours. La mise en scène choquante d'une énorme lésion et des messages s'affichant sur l'écran pour influencer la réflexion du téléspectateur tout en renforçant le contenu. Comme les autres publicités, celle-ci informe explicitement le grand public que ce médicament n'est pas utilisé pour traiter le zona, mais à la fin, le bel homme sourit et déclare « Je pense que je vais faire un essai ». Là-dessus, je me demande pourquoi il ferait un essai, sachant qu'il a déjà un zona depuis 17 jours et que ce médicament ne traite pas cette maladie. Tout cela porte vraiment à confusion. Il y a longtemps, j'ai appris en me formant que par définition, l'hypnose est une désorientation des processus inhibiteurs de la conscience, qui permet de contourner le mental analytique afin que l'individu devienne très influençable et réagisse fortement dans son subconscient à des suggestions et à des informations.
Pendant que la conscience est occupée à essayer de comprendre ce qui se passe, le subconscient absorbe tout sans faire de distinction. Si l'on peut désorienter les gens en utilisant des informations, ou dans le monde d'aujourd'hui la désinformation, un choc ou la confusion, on ouvre la porte du subconscient et les gens peuvent alors être programmés. Dans ce chapitre, nous allons apprendre à faire l'inverse et à reprogrammer positivement les conditionnements négatifs auxquels nous croyons depuis bien longtemps. Alors, je fais une petite pause, je vous remonte le livre qu'on est en train de lire. Voilà, donc c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Je regarde les commentaires. Coucou Kaya. Yes, j'ai commencé vers 21h15 la lecture. Coucou Jason. Plus récemment, un virus mondial. Le live, ouais, voilà. Donc j'ai commencé à 21h pile. Et ouais, on a commencé la lecture vers 15h20. Donc voilà. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, j'espère que vous allez bien. C'est pas grave Kaya, t'inquiète pas. Vivement que je fasse les lives sur Twitch, parce que sur Twitch, vous aurez accès au replay. Voilà, donc il faut que... C'est en cours. Voilà. Mais comme je suis une boomer, c'est un peu long. Voilà. Alors, donc je continue. Merci Lavjar. C'est la même chose que JP Franceschi. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout. N'hésitez pas à dire si vous avez la réponse à la question d'Abdel qui demande c'est la même chose que JP Franceschi. Franceschi, ouais, je pense que ça se dit comme ça. Coucou Goodman. Hop, voilà. Alors, je continue. Alors, juste, je vais regarder jusqu'où on va lire. Alors, on va pas lire le chapitre entier, hein, ça c'est sûr. Bon, on va voir. Peut-être qu'on s'arrêtera ici. Ok. Alors, 3 niveaux d'activité mentale pour un cerveau. Le mental analytique, la conscience et le subconscient. Vous savez maintenant que quand vous modifiez vos ondes cérébrales passant de bêta à alpha, vous ralentissez votre néocortex, le cerveau analytique pensant. Vous quittez alors la conscience et entrez dans le monde du subconscient. On pourra alors dire que si vous êtes quelque peu conscient, sans avoir pour autant de pensée active, votre conscience quitte le néocortex pensant et pénètre dans le mésencéphale, c'est-à-dire le subconscient, siège du système nerveux autonome et du cervelet. Hop, attendez, voilà. Si vous avez déjà vu une personne totalement captivée par une émission de télévision au point de ne pas vous entendre quand vous essayez de lui parler, il est possible qu'elle soit en onde alpha, état dans lequel elle est très influençable. L'influençabilité est la capacité à accepter et à croire des informations sans les analyser. Dans cet état, le téléspectateur est tellement obnubilé par ce qu'il regarde qu'il semble immobile, comme en transe. Rien d'autre n'existe pour lui que l'objet de son attention. Si la personne n'analyse pas les informations auxquelles elle est exposée, elle a des chances de les accepter et de les croire en l'absence de tout filtre analytique. À partir de là, il est logique que plus on est influençable, moins on se sert de son cerveau analytique. L'inverse est tout aussi vrai. Plus on est analytique, moins on est influençable. Par conséquent, il y a moins de chances que votre cerveau se retrouve en onde alpha ou en transe. Examinez la figure 8.1 pour mieux comprendre la relation entre influençabilité, l'esprit analytique,
la transe et les ondes cérébrales. Alors, quand vos ondes cérébrales ralentissent et que vous allez au-delà de l'esprit analytique, votre cerveau entre en transe et vous devenez plus influençable. L'inverse est tout aussi vrai, lorsque vos ondes cérébrales s'accélèrent, vous devenez plus analytique et votre cerveau sort de sa transe et vous êtes moins influençable. L'influençabilité est la capacité à accepter et à croire des informations sans les analyser. Donc vous voyez, c'est un équilibre en fait entre esprit analytique et influençabilité. Donc quand on analyse souvent, quand on est donc on va solliciter du coup les ondes cérébrales correspondantes qui vont s'accélérer, donc on sera en onde bêta et du coup en fait on aura plus de mal en gros à accéder au subconscient. Quand on est dans des phases d'influençabilité, c'est-à-dire que on est en fait on est dans un état où on n'analyse pas, puisqu'on va en gros gober tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, et bien forcément le cerveau va être en onde alpha, et donc, en tout cas va tendre à être en onde alpha, et donc on va être plus dans un état de transe, parce que le cerveau est ouvert à recevoir des informations sans que le néocortex se filtre, en fait, et réfléchisse. Voilà. Alors, donc je continue. Ce que les créateurs des publicités que j'ai évoquées précédemment comprennent parfaitement est que le meilleur moyen de programmer une personne afin qu'elle agisse d'une manière désirée consiste à mettre son cerveau en onde alpha, donc en onde d'influençabilité, afin que les informations présentées ne soient pas analysées. À force d'être rediffusée, la publicité ou une publicité similaire pénètre tôt ou tard dans le subconscient du téléspectateur. Plus on est exposé au stimulus, en l'occurrence la publicité, plus la réaction programmée devient automatique. Au bout du compte, quand on a inconsciemment mémorisé le stimulus et que la réaction est automatique, la conscience n'a plus besoin de réfléchir aux informations données ou de les analyser. Pendant ce temps, le subconscient cartographie les informations reçues, les enregistre et les stocke. Une fois cette cartographie établie dans votre cerveau, chaque fois que vous êtes exposé à la publicité, elle continue d'influencer les mêmes réseaux neuronaux et de renforcer le même programme, les mêmes pensées et les mêmes croyances. C'est ainsi que ces informations peuvent non seulement influencer votre santé, mais également vous donner la solution aux problèmes créés par la publicité. Parmi d'autres situations qui augmentent l'influençabilité, on compte les chocs, les traumatismes ou les réactions émotionnelles fortes. Par exemple, lorsque les gens sont abasourdis ou exposés à des situations chargées sur le plan émotionnel, il est courant que le cerveau entre dans un état modifié. Lorsque le cerveau est en suspens à la suite d'une charge sensorielle, par exemple provoquée par un accident de voiture, la personne devient influençable. Dans les cas graves, la personne s'identifie au choc, devient rigide et insensible, et sa capacité de réflexion est atteinte. Par conséquent, quand on se trouve exposé à la vision agressive d'éruptions cutanées importantes et que l'on se sent dégoûté par les images, auxquelles on associe la musique et la narration qui conviennent pour créer une ambiance troublante et menaçante, la porte du subconscient s'ouvre, ce qui rend la personne plus facilement programmable. Souvenez-vous, le subconscient se trouve juste en dessous de la conscience. C'est le cerveau limbique qui abrite le subconscient et le système nerveux autonome, qui contrôle toutes les fonctions biologiques, automatiques, qui se succèdent d'un moment à l'autre. Une fois qu'une pensée est programmée, tel un serviteur obéissant aux ordres de son maître, le système nerveux autonome met à exécution la demande mentale.
Si l'on vous répète que votre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge et qu'une personne sur 3 ayant eu la varicelle dans sa vie sera atteinte d'un zona, la charge émotionnelle de cette expérience permet à ce message de dépasser votre esprit pensant, analytique. En réaction à ces informations, votre système nerveux autonome obéit aux ordres et commence à affaiblir vos défenses immunitaires. Et pour que les annonceurs en aient pour leur argent, l'idéal est que la publicité soit régulièrement diffusée tard le soir lorsque nous sommes le plus influençables. Pourquoi ? Parce qu'en réaction à l'obscurité, le corps sécrète davantage de mélatonine, ce qui fait ralentir nos ondes cérébrales et nous prépare au sommeil et au rêve. Dans la mesure où, le soir, nos ondes cérébrales passent de bêta à alpha, puis à θ, puis à delta, nous sommes moins analytiques et la porte du subconscient s'en trouve. Tandis que le matin, lorsque nous sommes réveillés par la lumière du jour et que notre cerveau produit de la sérotonine, c'est l'effet inverse. Nous passons des ondes delta aux ondes θ puis alpha. Notre subconscient est alors toujours ouvert à la programmation, avant d'arriver à bêta. Ainsi, si vous êtes un annonceur et que vous savez que la majorité du public ignore tout du fonctionnement de la programmation inconsciente, pourquoi se gêner pour mettre au point une série de publicités diffusées en fin de soirée, véhiculant le message désiré, renforcé par la bonne dose de peur, afin de capter l'attention du téléspectateur, et de programmer son système nerveux autonome qui exécutera les ordres donnés juste avant son sommeil. La règle d'or, évitez de regarder des émissions télévisées, des sites internet ou de participer à toutes sortes de divertissements qui ne vous conviennent pas. Non seulement avant le coucher, mais même à n'importe quel moment. Alors, je fais une petite pause. Alors, je vous remonte le livre. Télévision, oui, c'est ça. Ils utilisent beaucoup la neuroscience et étudient notre fonctionnement en tant qu'humain. Oui. Il y a plein d'études qui sont faites. Ils s'appuient sur des études qui ont été faites même par les services type FBI, etc. pour comprendre comment manipuler l'esprit, le conscient, le subconscient pour jouer aussi sur nos émotions, savoir jouer sur les peurs, etc. Il y a plein d'études qui ont été faites et aujourd'hui, tout ce qui est publicité se sert de ça. En fait, ils vont chercher l'émotion, le besoin et l'émotion associée. Et en nous faisant vivre une émotion, comme on l'a indiqué, comme il l'a dit, en fait, on est plus sujet à être attentif parce que la peur, c'est vraiment ce qui nous met en état de vigilance. Donc, on va être... il va y avoir une attention particulière qui va être portée à ça. Et quand on associe ça à une publicité qui sollicite les images, le son, etc., ça, comme il l'explique, en fait, ça va dans notre subconscient parce que on va, on va gober tout ce qu'on a. Voilà. Yes, exactement. Hop. Musique. Ah, intéressant. Je l'avais jamais vue celle-là. Tu as le pouvoir du subconscient. Non, je l'ai pas à scène. Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. Non, je l'ai pas lu encore. Je l'ai pas. Mais c'est hyper intéressant. Allez, encore une capture d'écran. Si vous saviez toutes les captures d'écran que j'ai. Ouais, c'est terrifiant, ouais. Le Winter Arc, oui, j'en ai entendu parler. Yes. Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Alors, ce serait intéressant de savoir ce que vous pensez du Winter Arc. Alors, je vais regarder juste jusqu'où on va lire. Alors, je pense qu'on va encore lire juste 2 ou 3 pages. Quelle heure il est ? 20h07, quoi qu'on a encore du temps.
Ok, on va lire encore, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va lire tout ça encore. On va lire encore 6-7 pages si ça vous va. Et voilà, dites-moi si ça vous convient. Et puis voilà, qu'on continue encore la lecture. Ouais, oui, oui, le Winter Arc, c'est très bien. Moi, le problème que j'ai, c'est toujours la comparaison de faire ce que les autres font. Le Winter Arc, c'est un outil qui est très bien, mais voilà, faut pas faire parce qu'on voit sur les réseaux, quoi. Bon, après, on pourra en reparler. Mais en soi, ouais, c'est une bonne dynamique. Ça permet de se recentrer, de prendre soin de soi. Donc, l'idée est hyper bien, je trouve. Bon, on va en reparler après. Donc, je continue la lecture. Alors, un kaléidoscope pour entrer en transe. Donc, on en est ici. Depuis des années, je réfléchis à la manière dont nous sommes tous systématiquement programmés à avoir des croyances qui nous limitent, c'est-à-dire à croire que nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour transformer notre ressenti intérieur. Après tout, la clé de la publicité est le besoin incessant et addictif de consommer des produits extérieurs pour favoriser notre bien-être intérieur. Cette croyance, qui nous rappelle que nous sommes séparés du tout, est constamment implantée dans notre cerveau par les médias, les émissions télévisées, les publicités, les informations, les jeux vidéo, les sites internet et parfois même la musique. La stratégie est vraiment simple. Si l'on parvient à accrocher les gens en leur faisant ressentir le manque, la peur, la colère, l'opposition, des préjugés, la douleur, la tristesse, l'angoisse, ils restent dépendants pour faire disparaître ces sentiments de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur. Si vous demeurez perpétuellement préoccupé et que vous alimentez sans cesse des émotions de survie, il vous est impossible de croire en vous-même. Et s'il était possible d'inverser cette programmation, de sorte que vous ayez des croyances illimitées à propos de vous-même et de votre vie. C'est exactement ce que nous faisons depuis plusieurs années lors de nos séminaires de niveau supérieur en utilisant deux outils simples, dont l'un est un jeu utilisé par les enfants depuis bien longtemps, le kaléidoscope. La seule différence est qu'en l'occurrence, nous l'utilisons combiné à une technologie avancée pour induire la transe. Jusqu'ici, nous avons utilisé la méditation les yeux fermés pour entrer en transe et passer en onde alpha puis θ. Mais si l'on peut créer ces mêmes ondes cérébrales, les yeux ouverts tout en s'exposant intentionnellement à des informations allant dans le sens de nos rêves et de nos objectifs, on peut se reprogrammer et vivre des états de superconscience au lieu des états d'inconscience que nous vivons au quotidien. Maintenant, pourquoi le kaléidoscope ? Depuis maintenant de nombreuses années, les expériences mystiques sont ma grande passion. Chaque fois que je vis une de ces expériences profondes d'hyperlucidité, cela crée en moi des changements durables qui renforcent ma compréhension de moi-même et mon lien avec le mystère de la vie. Une fois que l'on a une expérience mystique et que l'on a un premier aperçu de ce qui se passe dans l'invisible, il est impossible de reprendre le cours normal de sa vie. Et à chaque expérience mystique conséquente que l'on fait, on se rapproche de la source, de la complétude, de l'unité et de l'invisibilité et de l'indivisible champ unifié. La bonne nouvelle est que les expériences mystiques ne sont pas réservées à des personnes telles que Thérèse d'Avila, François d'Assise ou un moine bouddhiste méditant depuis 40 ans. Tout le monde est capable de faire l'expérience du mysticisme. Quand j'ai ce genre d'expérience, elle me paraît plus réelle que tout ce que j'ai connu d'autre dans ma vie, et je perds alors toute notion de temps et d'espace. Souvent, juste avant d'être absorbée par l'expérience, je vois dans ma tête et parfois dans le monde extérieur des structures géométriques circulaires, composées de lumière et d'énergie. Elles ont tendance à ressembler à des mandalas, excepté qu'elles ne sont pas statiques. Il s'agit d'ondes de fréquences semblables à des fractales.
Pour les décrire, je dirais qu'elles sont vivantes, changeantes, en mouvement et en évolution perpétuelle, vers des formes plus complexes. Alors, on va le voir, mais je peux quand même vous montrer parce qu'il me semble qu'il n'avait pas mis des images. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, je vous montre, je vous remontrerai, mais en gros voilà. Comme ça, ça vous donne une idée. Alors, ces structures font penser à celles que l'on voit dans un kaléidoscope, sauf qu'elles sont tridimensionnelles, et non simplement bidimensionnelles. Quand je pose mon attention sur ces formes géométriques divines, elles changent. Et je sais presque instantanément. Mon cerveau transformant ces structures informationnelles en images très claires que je suis sur le point de faire une expérience mystique profonde. C'est l'une des raisons pour laquelle le kaléidoscope multimédia a été créé pour notre communauté dans l'espoir d'induire ce genre d'expérience. Mais nous n'avons pas réussi à trouver de séquence convenant. À l'époque, toutes les vidéos à géométrie fractale disponibles sur Internet étaient produites par ordinateur, alors que nous voulions créer une représentation plus réaliste. C'est ainsi que sous l'inspiration de Roberta Brittingham, une amie très proche doublée d'une artiste talentueuse, nos recherches ont commencé. Roberta et moi-même, au cours de longues conversations qui se sont étendues sur plusieurs mois, avons entamé un processus créatif. Ce fut grâce à son génie que nous avons pu découvrir un outil qui avait contribué à changer tant de vies. Après beaucoup de recherches, Roberta a fini par trouver une famille fabriquant des kaléidoscopes depuis 3 générations. Nous avons décidé d'acheter l'un de leurs meilleurs produits. Puis nous avons loué une caméra RED, le premier fabricant de caméras numériques professionnelles à usage cinématographique, qui sont le plus souvent utilisées dans les films hollywoodiens. Nous avons alors séparé le kaléidoscope en 2 parties. Le tube, à travers lequel on regarde, et l'extrémité en rotation, dans laquelle se trouvent les cristaux. Nous avons ensuite aligné la lentille de la caméra sur l'extrémité et ajouté des lumières pour amplifier les couleurs se trouvant à l'intérieur. Nous avons zoomé sur cette même extrémité puis y avons fixé un moteur. L'étape suivante a consisté à induire une lente rotation des cristaux afin que l'huile décrive un mouvement fluide et régulier. Pendant plusieurs heures, nous avons tourné dans un studio de Seattle de belles images avec de belles couleurs sur fond noir. La couleur noire représente l'absence de matière, l'espace dans lequel nous fusionnons avec la conscience pure. Il s'agit de l'espace noir, infini, du vide, abordé au chapitre 3. Il nous a fallu plusieurs jours pour tourner toutes les séquences et à cause de la gravité, les cristaux et l'huile tombaient et accéléraient à chaque rotation. Il a donc fallu qu'un technicien vérifie chaque vue, seconde après seconde, pour s'assurer que les transitions étaient fluides. Sinon, le risque était d'interrompre la transe des spectateurs. Il a fallu des mois pour peaufiner toutes ces images et aboutir à une vidéo d'1 heure que nous utilisons lors de nos séminaires de niveau supérieur. Enfin, nous avons demandé à un talentueux compositeur, Frank Pisiotti, de créer la bande-son d'accompagnement. Notre objectif était que nos participants soient continuellement captivés, hypnotisés par les magnifiques symétries et les formes géométriques variables. Le film de notre avenir. Lors de nos séminaires de niveau supérieur, chaque participant reçoit un logiciel agréable et simple d'utilisation appelé MindMovie, qui lui permet de faire un film de sa vie future. Nous couplons la technique du film mental avec la vidéo du kaléidoscope. En fonction de ce que les participants veulent créer dans leur vie, le film qu'ils conçoivent les expose à des images, suggestions et informations écrites spécifiques les aidant à créer l'avenir de leur choix.
Certains cherchent à guérir d'une maladie, à renforcer leur système immunitaire, à attirer un nouvel emploi, à saisir de nouvelles opportunités, à parcourir le monde entier, à attirer l'abondance, à trouver une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon, à faire des expériences mystiques, etc. Le but du film est de leur rappeler qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, accomplir l'extraordinaire et accéder à la superconscience. Le but de cette vidéo personnalisée est 1. D'aider les participants à poser une intention claire au sujet de leur avenir. 2. De programmer la conscience ainsi que leur inconscient pour qu'ils attirent cet avenir. 3. De modifier biologiquement leur cerveau et leur corps afin qu'ils reflètent cet avenir dans le présent. Et 4. D'associer systématiquement ces images à de la musique afin de créer de nouveaux réseaux neuronaux dans leur cerveau et de reconditionner émotionnellement leur corps et donc leur mental. C'est pour eux un moyen de se souvenir de leur avenir. Alors, je regarde juste, je vais continuer. Alors, attendez, hop. Je regarde juste combien... Ok. Donc, ok. La technologie MindMovie a été fondée par 2 associés australiens, Nathalie et Glenn Ledwell. Ils sont non seulement les concepteurs de cette technologie, mais également les figures emblématiques de son impact. Tout a commencé en 2007, quand un ami leur a montré un film de sa vie qu'il avait créé. Plus tard, il est venu les voir dans l'idée de lancer une entreprise, qui allait plus tard accoucher du logiciel MindMovie. Pour démarrer leur aventure, il leur a fallu créer un site internet afin de distribuer le logiciel et donner aux gens du monde entier les instructions nécessaires pour qu'ils puissent créer leur propre film. Mais ils étaient déjà à la tête de 4 entreprises et ne connaissaient presque rien d'Internet ou de l'e-commerce. Glenn savait à peine allumer un ordinateur et Nathalie n'avait jamais entendu parler de YouTube. Toutefois, il reconnaissait que MindMovie pouvait être un outil très efficace pour aider les gens à croire qu'ils étaient capables de créer leur avenir. Avec cette idée en tête, ils ont décidé de mettre en ligne sur YouTube une vidéo au sujet de l'impact des films mentaux. À la fin de la vidéo, les internautes étaient encouragés à se rendre sur leur site internet pour apprendre à créer par eux-mêmes leurs films. Début 2008, après avoir reçu d'innombrables emails de clients leur expliquant que ces films mentaux avaient transformé leur vie, Nathalie et Glenn ont décidé de passer au cap supérieur. Ils ont pris un vol pour les États-Unis, ont participé à un séminaire de web marketing et ont commencé à organiser la commercialisation mondiale de leur logiciel. Mais quand ils sont arrivés aux États-Unis, leur compte en banque était presque vide et il ne leur restait presque rien pour payer les services nécessaires pour l'internationalisation de leur projet. Cela signifiait qu'il leur fallait apprendre, maîtriser et mettre en pratique tout ce qui était nécessaire pour faire le travail par eux-mêmes. Pendant des mois, ils ont travaillé 12 heures par jour dans leur bureau, c'est-à-dire dans leur chambre. Cela les a forcés à repousser énormément leurs limites. Confrontés au quotidien à des difficultés techniques, entrepreneuriales et personnelles, ils avaient néanmoins leur botte secrète, le film mental qu'ils s'étaient fait personnellement. Dans ce film, Nathalie et Glenn mentionnaient le nombre de clients qu'ils voulaient attirer et de quel genre de clients il s'agirait. Ils se voyaient respectés dans le milieu des affaires et anticipaient ce qu'ils feraient lorsqu'ils seraient couronnés de succès. Par exemple, les restaurants dans lesquels ils iraient et les vacances qu'ils prendraient en famille. Enfin, ils voulaient réaliser 1 million de dollars de ventes. Pour eux, il n'y avait pas de raison de se limiter. Leurs amis dans le marketing commercialisaient des produits pour des millions de dollars, leur logiciel coûtant 5 000 dollars. Ils regardaient leur film mental plusieurs fois par jour pour se déstresser et rester alignés et inspirés, alors même qu'au quotidien, tout semblait aller de travers.
Mais ils savaient que le point culminant de tous leurs efforts, de tous les risques qu'ils prendraient et de tous leurs rêves serait le jour du lancement mondial de leur logiciel. La date fatidique était bientôt en vue, c'est alors qu'est survenu l'impensable. Prévu en septembre 2008, le lancement a coïncidé avec la crise financière mondiale. Les institutions financières du monde entier étaient confrontées à des pertes cataclysmiques, tandis que des familles et des particuliers avaient perdu leur épargne, leurs actifs et leurs moyens de subsistance au cours de la pire crise de la Grande Dépression. Depuis la Grande Dépression. Quant à Glenn et Nathalie, ils étaient confrontés eux aussi à des difficultés financières. Pour lancer leurs produits, ils avaient accumulé 120 000 $ de dettes. En cas d'échec, ils perdraient tout, leur maison, leur voiture, leur investissement, sans parler des dettes sous lesquelles ils crouleraient. Le matin du lancement, à leur insu, le système de distribution par email devait subir une maintenance. Par conséquent, aucun de leurs clients n'a eu de confirmation par email de son achat. À l'heure du repas, ils avaient déjà reçu des milliers de plaintes, en plus des difficultés avec leur banque en ligne. La banque voulait geler leur compte en raison d'activités inhabituelles. Mais le soir venu, ils avaient vécu la journée la plus mémorable de leur vie. Au cours de la première heure du premier jour, ils ont franchi la barre des 100 000 $. À la fin de la journée, ils étaient à 288 000 $. Au final, Glenn et Nathalie ont fini par réaliser pour 700 000 $ de vente à partir d'un logiciel en valant 97 sans monter en gamme, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien sûr, ils étaient ravis de cette prouesse, mais ils étaient confrontés à un dernier défi de taille. À cause de la volatilité des marchés financiers et des incertitudes de cette époque, leur banque a bien fini par geler leurs comptes, ce qui les empêchait d'accéder à leur argent. Cela signifie qu'ils ne pouvaient payer les commissions à leurs affiliés, ni les 120 000 $ qu'ils devaient à leurs créanciers, ni partager les bénéfices avec les personnes qui les avaient aidés pour le lancement. Tout dépendait du déblocage de leurs fonds. Finalement, au bout de 6 mois, après être restés fidèles à leur vision et avoir en permanence regardé leur film mental, ils ont pu accéder à leurs comptes et se décharger du fardeau financier qu'ils avaient failli les mener à la ruine. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tandis que le monde était toujours sous le choc de la crise de la valeur du dollar américain face au dollar australien, Tandis que le monde était toujours sous le choc de la crise, la valeur du dollar américain face au dollar australien s'est envolée. Et c'est ainsi que, grâce au taux de change, lorsqu'ils ont viré tout leur argent sur leur compte australien, ils ont fini par gagner 250 000 $ de plus. Grâce à cette somme, additionnée aux commissions qu'ils avaient reçues pour avoir fait la promotion de logiciels partenaires, Glenn et Nathalie ont réussi à atteindre leur but, gagner 1 million de $. Ils estiment devoir en grande partie leur succès, pendant que le monde entier s'enlisait inversement dans la crise, à leur film mental qu'ils regardaient tous les jours. Cet exemple illustre magnifiquement bien le potentiel des films mentaux. Si les options pour le créer sont infinies, le processus demeure néanmoins relativement le même. Pour commencer, les participants choisissent une chanson, qu'ils ne se lasseront jamais d'écouter. Puis ils choisissent des images et ou des vidéos d'eux-mêmes ou d'un événement futur et les organisent en séquence, de sorte à raconter une histoire correspondant à leur avenir. Enfin, nous leur demandons de trouver des mots, des phrases et des affirmations spécifiques à superposer aux images. En utilisant la même technique que le monde de la publicité qui programme les gens à être des victimes ou à ressentir le désir et le manque, les films mentaux peuvent programmer positivement les participants et les aider à dépasser leurs limites et à créer la vie de leur choix. Dans le séminaire de niveau supérieur, nos participants regardent la vidéo du kaléidoscope avant de regarder leur film mental, car cela les aide à se mettre en ondes alpha et theta,
et à entrer en transe, les yeux ouverts, ce qui leur permet d'accéder au subconscient. Ainsi, tout au long de cette méditation, ils sont plus influençables, plus ouverts à la reprogrammation qu'ils ont choisie. C'est important car plus ils sont influençables quand ils regardent leur film mental, moins ils ont de chances d'être analytiques et d'avoir constamment à l'esprit des pensées du type « Comment est-ce que ça va se passer ? C'est impossible, je n'ai pas les moyens. J'ai échoué la dernière fois, pourquoi réussirais-je maintenant ?» Le kaléidoscope sert donc à induire la transe, favorisant la reprogrammation définie par le film mental. Quand nos pensées disparaissent, la conscience n'analyse plus les informations qui lui arrivent. Aussi, ces dernières s'impriment directement dans le subconscient. Au fil des années, bon nombre d'études ont permis de comprendre comment les hémisphères droit et gauche du néocortex interagissent. On sait aujourd'hui que l'hémisphère droit traite les pensées spatiales, non linéaires, abstraites et créatives, tandis que l'hémisphère gauche traite les informations logiques, rationnelles, linéaires, méthodiques et mathématiques. Cependant, des recherches récentes suggèrent également que l'hémisphère droit traite la nouveauté cognitive et l'hémisphère gauche les habitudes cognitives. Cela signifie que quand on apprend de nouvelles choses, l'hémisphère droit est plus actif et que, quand l'apprentissage devient routinier, son contenu est stocké dans l'hémisphère gauche. Chez la majorité des gens, c'est l'hémisphère gauche qui est le plus actif, à cause des habitudes et programmes automatiques qu'ils ont mémorisés et qui sont gravés dans leur esprit. C'est pourquoi le langage qui lui est aussi entreposé dans l'hémisphère gauche, il est le produit d'habitude. On peut considérer que l'hémisphère droit correspond à l'inconnu tandis que l'hémisphère gauche correspond au connu. Dès lors, il est logique que l'hémisphère droit soit romantique, créatif et non linéaire, tandis que l'hémisphère gauche est méthodique, logique et structuré. Nous avons même pu observer en temps réel ce double traitement de données en examinant les imageries cérébrales de nos participants. Il reste une page et on a terminé la lecture pour ce soir. La succession de formes géométriques fractales du kaléidoscope étant inédite, l'objectif est de transcender les réseaux perceptuels et les centres associatifs du cerveau associés aux personnes, choses, objets, lieux et moments connus. Ces structures géométriques sont le reflet de formes fractales que l'on trouve partout dans la nature et activent donc les centres de la partie basse du cerveau. C'est pour cette raison que l'on ne peut, en regardant dans le kaléidoscope, voir sa tante Marie, le vélo que l'on possédait en 6e ou la maison de son enfance, parce que l'on n'active pas les centres associatifs liés aux souvenirs, se trouvant principalement dans l'hémisphère gauche du cerveau. En cessant de réfléchir et d'analyser, et en passant en ondes alpha ou θ, on favorise une intensification de l'activité de l'hémisphère droit. Celui-ci reflétant l'inconnu, on a plus de chances de créer quelque chose de nouveau. Les graphiques 9A1 et 9A2 dans le cahier de couleurs montrent les examens cérébraux de 2 participants se trouvant en ondes alpha et θ cohérentes. Alors je vous montre. Alors 9A. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc vous voyez les états de cohérence. Pendant le visionnage du kaléidoscope. Alors, sur le graphique 9A3, on voit la globalité du cerveau d'un autre participant en ondes θ au moment où il regarde le kaléidoscope. Donc voilà. Donc c'est ici. Donc vous voyez, ça c'est les ondes delta, bêta, alpha, alpha, bêta et bêta O. Voilà.
Sur le graphique 9A4, on voit l'activité cérébrale d'un participant en train de regarder le kaléidoscope. L'hémisphère droit est plus actif, la personne étant en transe et s'ouvrant au renouveau. Donc là, c'est quand on est en onde bêta haute en esprit d'analyse. Plus on va vers les ondes delta, donc on passe de bêta bas à alpha à θ, on voit que l'hémisphère droit est de plus en plus sollicité. C'est parce qu'on entre dans un état de transe en regardant le kaléidoscope. Alors, lorsque nous mettons le film du kaléidoscope, lors de nos séminaires de niveau supérieur, nous éteignons la lumière de la salle pour stimuler la sécrétion de mélatonine et favoriser l'entrée en transe. Je demande aux participants de se détendre et de ralentir consciemment leur respiration. Ce faisant, leurs ondes cérébrales passent de bêta à alpha. Je leur demande ensuite de se détendre constamment dans leur corps et d'entrer encore plus en contact avec lui. Mon idée est de les amener dans un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, ce qui leur permet d'être très influençables et prépare d'autant plus leur cerveau à accepter la programmation du film mental. De même que les publicités diffusées en fin de soirée influencent les téléspectateurs, qui ne sont plus sur leur garde du fait de la production de mélatonine pour les préparer à un sommeil réparateur, mon but est là aussi de stimuler la sécrétion de mélatonine chez les participants, afin que leurs ondes cérébrales passent en alpha puis en θ, et qu'ils puissent s'ouvrir totalement aux informations et aux possibilités dont il est fait part dans leur film mental. Voilà, on a fini la lecture pour ce soir. Alors, je vous remonte du coup le kaléidoscope. Voilà. Donc c'est ça en fait. Structure fractale révélant des configurations géométriques complexes. Voilà. Donc c'est des ondes porteuses de fréquences et d'informations pouvant être traduites par le cerveau en images très fortes. Voilà. Bien que ces images soient bidimensionnelles, elles donnent une idée de la manière dont ces structures apparaissent. Voilà, c'est très beau. Voilà. Donc on a terminé la lecture pour ce soir. C'était un peu plus long qu'hier. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Mais voilà, donc je vous remonte le livre. Donc c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. Voilà, alors je vais regarder du coup vos commentaires. Hop, je vais remonter un petit peu. Dispenza arrive toujours à nous trouver des histoires folles. Et oui, effectivement, il nous trouve des histoires folles pour qu'on soit intéressé et happé. Et il utilise les mêmes techniques, attention. Non, mais c'est pour marquer le lecteur, forcément. Enfin, je pense en tout cas. Même si c'est des histoires vraies, forcément, il utilise les plus fascinantes, on va dire, quoi, je pense. L'argent, ça sert à savoir que tu n'en as pas besoin. C'est pas faux. En tout cas, ça sert à savoir que c'est pas la base pour être heureux, quoi. Ça permet d'accéder à des choses, mais si tu as de l'argent et que tu n'as pas le reste, que tu n'es pas ancré à l'écoute de toi, que tu ne réponds pas à tes besoins qui sont en dehors de l'argent, forcément, voilà. Créer de nouveaux chemins neuronaux, oui, c'est ça, exactement. Il y a des gens qui sont tellement pauvres qui n'ont pas l'argent comme... qui n'ont que l'argent comme richesse. Et oui. D'ailleurs, je regardais un live la dernière fois sur un gars qui faisait les bols tibétains. Alors c'est un Américain et il parlait justement des musiques de Bob Marley qui en fait en concert
en fait, les musiques de Bob Marley, tout ce qui était reggae et tout ça, en fait, ça allait au rythme de certaines ondes. Et c'est pas comme les musiques qu'on écoute aujourd'hui qui viennent les fréquences elles sont plus basses et ça vient nous en fait on écoute des musiques euh, en boucle, voilà, alors que lui en fait pendant ses concerts il faisait des choses différentes et du coup on est moins sous emprise, voilà, enfin bon. Bon voilà, il faudrait que je creuse le truc parce que c'est ce que j'ai compris, mais après donc c'est marrant que tu parles de Bob Marley, voilà. On oblige les enfants à écrire de la main droite, obligés à utiliser l'hémisphère gauche. Oui, après, oui. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, c'est vrai que quasi tout est fait pour les droitiers, on va dire. C'est vrai que les gauchers, mais après, on voit vite quand un enfant est gaucher, on le fait quand même écrire de la main gauche. Voilà, à l'époque, oui, par contre, hein. Ouais. De rien, chère Loquette, de rien pour la lecture, avec grand plaisir. Merci Lydie. Yes, géométrie sacrée, exactement. C'est tout à fait ça, Florence. Ouais, et Fouze aussi. C'était pas long, au contraire passionnant. Merci Fleur de Camélia, merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux, hein. Bienvenue à tous ceux qui ont découvert le live ou qui sont là depuis pas très longtemps. Voilà, merci beaucoup d'être présents. Et donc j'espère que ça vous intéresse. Oui, effectivement, ce livre-là est particulier par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il change des livres un peu plus psychologiques, enfin un peu plus psy. Ou voilà, là on est dans des choses qui sont un peu plus en décalé avec ce qu'on connaît. En 432 fréquences sur la Terre et maintenant c'est 440 je crois. D'ailleurs je crois que dans le livre il parle des fréquences de Schumann. C'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Et maintenant, du coup, on est en 440, c'est ça? Ça a augmenté, du coup? Alors, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté sur le live, d'ailleurs. Ah, ben, bienvenue à toi, Yums. Bienvenue à toi, hein. Merci pour ta présence. Et merci pour ton commentaire. Je suis super contente que les nouveaux apprécient la lecture. Donc pour tous ceux qui découvrent le live, donc moi je fais des lectures le soir que des livres de développement personnel. Donc vous pouvez voir qu'on en a lu déjà pas mal. On les a pas tous lus, il nous en manque 3 ou 4 dans la pile. Et en général, je commence entre 21h et 21h30, parfois un peu plus tard, mais voilà. En général, là ce soir, je me suis connectée à 21h, on a commencé la lecture vers 21h15. Donc voilà, du coup ça faisait un temps quand même assez long d'écoute quoi. Donc c'est pour ça. D'habitude on fait un peu plus court. Voilà. Mais en tout cas merci beaucoup. Merci. Les fréquences de la Terre ont fortement augmenté dernièrement, oui. Ah ouais, c'est ça, hein. C'est ça. La fréquence des références est à 440. Ok. Je connais pas du tout, faudrait que je regarde ça. C'est hyper intéressant. Peux-tu me faire un résumé du livre? Salut Dream Canada. Alors le livre qu'on lit, donc c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. En fait, il nous explique qu'en modifiant nos pensées, en fait que grâce à l'utilisation de notre cerveau par du coup la modification de nos pensées, de nos habitudes, grâce à la pratique de la méditation, de la marche méditative, etc., on est en capacité d'impacter notre corps et notre futur parce que l'idée c'est de se reprogrammer, de penser différemment dans notre subconscient, d'aller intégrer des pensées qui sont cohérentes avec nos objectifs, avec nos souhaits, notre vie future, qui sont cohérentes avec ce qu'on souhaite atteindre. Ça peut être se guérir d'une maladie, ça peut être obtenir un emploi, ça peut avoir
une mentalité particulière, etc. Et donc, il nous explique tout le pouvoir que l'on a dans le corps à partir du cerveau, des pensées. Il nous parle d'énergie, des centres énergétiques. Il nous parle de cohérence cardiaque, cérébrale, etc. Voilà. Et donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est fait d'énergie et que nos pensées influencent et nos émotions influencent notre champ électromagnétique et tout le fonctionnement de notre corps. Et donc en modifiant nos pensées liées à nos émotions, on peut aller modifier ça. Et pour se créer le futur que l'on souhaite, il faut du coup aligner une intention claire à une émotion élevée, puisque l'objectif c'est d'avoir des émotions élevées, donc c'est de l'amour, de la gratitude, de la joie, etc. Et faire ressentir ça à notre corps et à notre cerveau pour avoir des fréquences hautes, pour avoir des pensées différentes et voilà, en gros reprogrammer notre subconscient. Voilà. Donc il nous donne plein de techniques. Là on a vu le kaléidoscope, on verra la marche méditative, on a lu plein de méditations différentes. Voilà, on a vu beaucoup de choses. Le livre il y a beaucoup d'infos dedans, donc j'essaye de le résumer, mais voilà. À chaque résumé, je donne des infos différentes. Mais bon, j'essaye à chaque fois de plus ou moins dire la même chose, quoi. Voilà. La musique, ils l'ont mise en 440 alors qu'on devrait les avoir en 432. Ah oui, d'accord. Je savais pas du tout. Ok. Et donc ça, c'est tout type de musique, du coup. Ouais, c'est tous les types de musique. Enfin, je pense pas quand même, je sais pas. Alors, tac, 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 je descends. Oui, c'est ça. C'est les horaires, c'est en général après que les personnes ont mangé. Voilà, en général, vous êtes posé soit dans votre lit, soit voilà, vous êtes tranquillement installé et du coup, bah, vous pouvez assister à la lecture, discuter avec nous en commentaire, etc. Donc voilà. À cause des flèches solaires, ère du Verseau. La fréquence de Schumann est montée comme jamais, ère du Verseau. Alors là, par contre, je suis RH et je tends à appliquer ces concepts dans mon quotidien auprès de mes collaborateurs. Ah, super intéressant, Yums. Bon, le reste aussi, hein, Schumann et tout, mais c'est pas trop mon domaine, du coup. Et du coup, tu veux appliquer quel type de concept euh, auprès de tes collaborateurs, du coup? C'est intégrer des pensées positives, modifier un peu l'état d'esprit du groupe. C'est intéressant. En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup du livre, mais concrètement, en fait, on parle beaucoup de méditation, etc. Mais c'est vrai que ça peut... En fait, on peut prendre beaucoup d'informations de ce qu'il y a dans ces livres pour les intégrer dans les différents domaines de nos vies, professionnelles, personnelles, amicales, familiales, etc. Donc, alors... Et du coup, c'est quoi l'ère du Verseau? C'est quoi? C'est de l'astrologie? Alors, l'authenticité est la plus haute fréquence, 40 fois supérieure à la joie. Vérifiez vous-même. Oui, ok, l'authenticité. C'est vrai que j'en parle jamais. Il en a parlé un petit peu. Euh, Alors, dans Rompre avec soi-même, attendez, je vais vous montrer. Il y a du coup, pareil, il nous fait la liste. C'était dans Rompre avec soi-même, je crois. Je sais plus dans quel... tac tac. Il nous parle des émotions les plus hautes, donc les fréquences les plus hautes. Je sais plus si c'était... Bon, déjà, il nous met ça, voilà. Donc les émotions de survie et les émotions élevées. Donc l'amour, voilà, on est sur les émotions élevées. Tout ce qui va être colère, haine, jugement, culpabilité, honte, etc. Là, on est dans des émotions de survie. Donc on est vraiment plus dans la matière que dans l'énergie. Voilà. Donc il y avait ça. Et il me semblait qu'il y avait... ou alors on l'avait vu dans un autre livre.
Je sais plus. Bon, j'essaierai de vous retrouver, mais en gros, c'était justement une liste, en fait, des émotions les plus élevées. Et il me semble effectivement qu'il y avait l'authenticité. Voilà, bon. Je retrouverai ça. Je vous retrouverai. Bon, je retrouverai ça. Je vous retrouverai ça. Ouais. Là, je trouve pas, mais. Ou c'était peut-être dans le pouvoir du moment présent. Je sais plus. Bon. Ok. Les concepts. Alors, attends. Hop. Les concepts comme oui, les pensées positives, l'état d'esprit, les énergies positives attirent le positif. Ouais, c'est super. C'est super. T'as tout ce qui est intelligence collective aussi. Tout ce qui est en fait tout ce qui est tiré du collectif, ça aide en fait à booster les énergies, à booster les justement en fait c'est de l'entraide, c'est de la co-construction et ça aide dans les pensées positives. T'as beaucoup d'ateliers sur ça qui sont hyper intéressants. Voilà, il y a beaucoup d'ateliers sur justement comment, par exemple, d'une situation qui peut être un bloquant ou dans un fonctionnement d'un service ou dans la manière de fonctionner, c'est des ateliers en fait qui t'amènent à trouver des solutions justement par la pensée positive, etc. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes. Mais c'est super, franchement, c'est top. Alors, l'heure, donc la ville c'est Paris. C'est heure Paris, heure France. Voilà. Enfin France, Paris. Voilà. Je pourrais être dans les dom-toms. Et beaucoup de développement personnel, effectivement. Ouais, 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 super. Bah, c'est top, hein, en fait, si tu arrives à mobiliser les équipes pour faire ce genre de choses. Alors au début, il y a toujours des réfractaires, mais petit à petit, en fait, les uns embarquent les autres et tu peux avoir des très beaux résultats. Donc c'est super. Franchement, c'est top. Et vous pouvez faire ça aussi en RH et après, au niveau de la direction des ressources humaines et après, vous pouvez faire par exemple des ateliers au niveau d'autres services, de faire des ateliers transverses pour que les gens apprennent, apprennent à se connaître par ces ateliers-là de pensée positive, etc. On apprend que les gens aiment se confier en réalité, on a besoin de se rassurer. Oui, oui, oui. Bah, en fait, c'est vrai que en fait, les gens ont besoin d'être écoutés et ont besoin qu'on comprenne leurs difficultés sur leur poste, qu'on les accompagne à trouver des solutions. En général, ils ont eux-mêmes déjà les solutions. Il suffit juste de porter et de leur faire confiance. Et en général, les solutions viennent d'eux. C'est pour ça que la co-construction, c'est hyper intéressant. Parce que, en fait, on va dire que les solutions viennent du terrain en général. Donc voilà. Et puis ça les motive aussi, c'est des éléments de motivation. Comment veux-tu vérifier des choses subjectives? Il nous fonctionne beaucoup avec... Et nous, on fonctionne beaucoup... Et nous fonctionnons beaucoup avec nos émotions femmes-hommes. Oui, bah forcément. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de... En fait, quand il y a, par exemple, des conflits ou des difficultés de fonctionnement, de bien faire la différence entre euh, les faits, le ressenti, les émotions. Enfin, je sais plus, il y a trois choses. Et ce que je ressens, comment j'analyse la chose et finalement la situation de manière neutre. Donc ça aussi, ça aide pas mal dans la gestion des conflits, etc. Exactement, l'émulation collective, c'est ça, la co-construction. Exactement. L'ère du Verseau, humanisme, liberté, transformation profonde, collective et spirituelle. Euh,
Bah après, Fous, tu peux nous expliquer, hein, y a pas de souci. Parce que même moi, je comprends pas trop. Donc, n'hésite pas à nous expliquer, hein. Rupture des anciens schémas de contrôle. Oui, j'ai vu qu'on entrait dans une nouvelle ère, là, avec beaucoup de schémas qui s'arrêtent, des cycles. En fait, on a un cycle là qui se stoppe avec beaucoup de renouveau, beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les derniers mois, de la souffrance, des choses particulières. Et là, on tend vers beaucoup de renouveau, beaucoup de reconnexion. On est sur la fin d'un cycle, c'est ce que j'avais vu, ouais. C'est ça, éveil collectif, exactement. Exactement. Ça me parle, mais c'est du ressenti perso, je n'ai pas les mêmes niveaux de ressenti. Ouais. Oui, en fait, c'est ça, de l'éveil collectif. Euh, année 9, fin de cycle. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. D'ailleurs, j'avais fait ma numérologie parce que vous pouvez faire votre numérologie par rapport à votre mois et jour de naissance et l'année 2025 et vous allez voir apparemment à quoi est-ce que ça correspond par rapport à la fin du cycle. Voilà, bon, moi je l'avais fait comme ça pour voir. Voilà. Dans le côté négatif, c'est aussi technologique qui dépasse l'humain, transhumanisme, etc. Oui, en fait, on entre dans une nouvelle ère où les repères vont être différents, où la connexion à soi, les ancrages vont être importants parce que justement, il va y avoir beaucoup de bouleversements. Donc là, c'est vraiment, c'est toujours un peu pareil. Il y aura les personnes qui vont être ancrées, qui vont prendre un peu la balle au bond et qui vont réussir à se faire emporter dans ce nouvel élan, et ceux qui auront un peu plus de mal. C'est bon. Après, c'est pas tout blanc, tout noir, hein, mais disons que là, on entre dans une ère, oui, avec toute cette technologie. L'intelligence artificielle, même si on en parle depuis des années, bah là, en fait, les avancées, elles sont fulgurantes. On a des changements culturels, on a tout ce qui est mondialisation, on a les changements climatiques, les changements culturels, et puis au-delà de ça, énergétiquement, ça bouge. Donc en fait, on le voit, il y a énormément d'éléments qui nous montrent que voilà, que ce qu'on a connu comme cycle est en train d'évoluer, quoi. Voilà. Alors, tu as quel chemin de vie? Et attends, je vais te dire parce que je me souviens plus. Parce que je l'avais fait il y a quelques temps, mais je me l'étais noté. Faudrait que je me souvienne. Attends. Hop, je regarde. Est-ce que je prends des petites notes? Alors. Tac. Alors. Moi, c'était le 9. Voilà, c'est ça. C'est le chemin de vie 9. Donc, c'est bien ce que j'avais vu. Voilà. Mais j'avais fait des recherches, en fait. Mais bon, faudrait que je retrouve mes historiques. Voilà. Donc, vous pourrez analyser ça si vous voulez. Voilà. Et vous, c'est quoi votre chemin de vie, du coup? Je sais pas si vous... Après, moi, je sais pas si j'y crois à ce genre de choses, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'avait parlé parce que le chemin de vie neuf, c'est tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est conseil, spiritualité, questionnement, profondeur entre guillemets, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que je trouvais que ça me correspondait quand même pas mal. Mais bon, après, voilà. Le changement d'alimentation également. Oui, c'est vrai, exactement. Tout à fait. Changement d'alimentation. Et le fait que les populations bougent aussi, en fait, le changement climatique, en fait, ouais, c'est tout ça, c'est en lien. Mais exactement. On a beaucoup plus d'alimentation transformée, on tend à aller vers de la viande, enfin voilà, tout ce qui va être viande, légumes, etc., fait vraiment par synthèse et tout. Donc bon,
Enfin, synthèse. Je me comprends, quoi. On est vraiment sur des choses... voilà. L'effondrement, ouais. Après, il y a des choses très positives qui arrivent. Il y a quand même des choses très positives, simplement que il faut savoir... il faut être conscient de ce qui se passe, en fait. Voilà, il faut être conscient et de se rendre compte vers quoi on va et que bah on y est en fait. Donc maintenant, ensuite, il faut que chacun prenne ses dispositions, quoi. Ouais, les gens ont du mal à évoluer. Ben oui, oui, oui. Bah, c'est surtout que, bah, disons que pour les personnes qui sont plus âgées, on va dire, voilà, 80, 70, 80, etc., eux, ils ont connu une société totalement différente. Même nous, voilà, entre, on va dire, 30 et 50 ans, on n'a pas grandi, on n'est pas né avec tout ça. Euh, En fait, les nouvelles générations, elles s'en sortiront beaucoup plus facilement que nous. Mais forcément, le changement, c'est compliqué. Donc, et les gens évoluent quand ils n'ont plus le choix en général. Et c'est dommage. Voilà. Donc après... Mais voilà, exactement, c'est un renouveau. Fin de l'ère du Kali Yuga qui précède l'ère du Verseau. C'est quoi le Kali Yuga du coup? Alors, tac, tac, tac. Du Poisson, on est passé au Verseau. Ok. Bonsoir Safan. La numérologie ne me laisse pas insensible. Tac, tac, tac. Alors du coup, c'est quoi, Eric, ton chemin de vie? Est-ce que t'as regardé? Alors, 6 sur 33, c'est quoi 6,33? Il paraît que c'est rare. Oui, c'est partout, tout est codé, la matrice. Ouais. Aura Farah, oui, 33, c'est un maître nombre. Ah oui, c'est vrai que j'avais... Oui, 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 oui. Bravo, Aura Farah, dis donc. Ok. Et du coup, ça signifie quoi alors? Donc, chemin de vie 8, il y a de tout, il va falloir faire des efforts. Exactement. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est une personne qui me l'avait dit, qui me l'avait fait après, j'y crois sans y croire. Oui, c'est ça, c'est qu'après... Enfin, bon. Après, c'est à chacun, hein, et, voilà. Je n'y suis pour rien. Bah, c'est ta destinée, hein. Comme c'est ton chemin de vie, c'est sûr que... Forcément. Ta bibliothèque est plus objective que les gens habitués. Eh ben oui, c'est exactement. C'est pour ça que, voilà, moi je connais pas trop ce type de sujet, mais après c'est hyper intéressant. En fait, c'est intéressant de voir qu'il y a tellement de manières d'interpréter la vie entre les religions, la spiritualité un peu plus, par exemple, le bouddhisme, etc., la numérologie, l'astrologie. Enfin, en fait, voilà. En fait, moi, je trouve ça, c'est impressionnant, quoi. Voilà. Et donc, voilà. Et après, au final, bah, il y a tellement de choses qui se rejoignent. Et puis, comment on arrive à décrypter tout ça, comment on en arrive à, voilà, à ces conclusions, etc. Enfin bon, moi, je trouve que c'est assez... Ouais, faut en prendre un laisser. Restez focus, s'il vous plaît. Oui, bon, après, comme c'est la fin du live, là, on va pas tarder à terminer, de toute façon. Ah, Florence aussi, ok. Bah, attendez, il faut que je regarde ce numéro 33 là. Euh, alors, voyons. Alors. Ouais, c'est ça, un nombre maître comme le 11 ou le 22. C'est l'amour inconditionnel, la guérison et la compassion. On l'appelle le maître enseignant. Il est relié à une mission spirituelle très élevée. Voilà. Il porte une vibration de don de soi, de service aux autres, mais dans la joie et l'équilibre, pas dans le sacrifice. C'est un mélange de créativité et de responsabilité. Donc c'est la communication inspirante, la nourriture affective et la responsabilité, mais à un niveau spirituel supérieur. Voilà. Donc
guider les autres, inspirer par la parole, apporter la lumière, la guérison, l'amour, élever la vibration des autres. Ah ben, heureusement qu'on vous a sur le live, hein. Voilà, c'est grâce à vous, hein. Moi, je vous dis depuis le début, c'est grâce à vous tous qui êtes sur le live. Si en plus on a des personnes avec des nombres maîtres, voilà. Par contre, donc les défis risquent de s'épuiser, se sacrifier, sentiment de porter une grande mission et besoin de trouver un équilibre entre aider les autres et se préserver et ne pas tomber dans l'orgueil spirituel. Voilà, donc c'est altruisme, amour universel, enseignement spirituel. Ok, intéressant. Salut Inde, coucou Serge, bonsoir tout le monde. Voilà, bienvenue à tous. Donc de toute manière, on va pas tarder à clôturer le live parce qu'il est 23h. Là, on parle de numérologie, voilà. C'est pas forcément ce qu'on a lu, mais ça reste intéressant. Du coup, ça va beaucoup mieux, on se sent mieux. Et oui, Florence, exactement. On s'inspire, en fait, c'est une boucle, en fait, hein, voilà. Donc, mais merci en tout cas voilà, de toujours être là, de donner, de nous apporter. Voilà. Moi, seule sur le live, je ferais pas grand-chose, hein. Pas par parler dans le vide. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup, quoi. Voilà. Hop. Exactement, c'est ça, Fouz. Un cercle vertueux. Je cherchais le mot. C'est exactement ça. Oui, Serge, on a terminé la lecture. Donc d'ailleurs, on va clôturer le live. Alors, il n'y aura pas de live demain soir. Voilà. Par contre, il y en aura un jeudi. Voilà. Normalement, jeudi soir, il y a un live. Voilà. Donc, demain soir, c'est la pause. Et comme vous me connaissez un peu, vous savez aussi qu'il y a un match. Non, mais voilà, c'est la pause demain soir. En tout cas, voilà. Donc, normalement, jeudi et vendredi, on continuera la lecture de Devenir super conscient. Donc, on va terminer le chapitre 7 sur le film mental et kaléidoscope. Voilà. Donc, on a encore quelques pages à lire. Et on passera au chapitre 9 sur la marche méditative. D'ailleurs, j'ai hâte de le lire parce que j'en entends beaucoup parler. Donc, je pense que demain, on va finir le chapitre 8 et on lira le chapitre 9, je pense, parce qu'il est vraiment... attendez, hop. Voilà. Il est assez court, il fait que quelques pages. Donc, on le lira... Voilà, donc on aura ces pages-là pour terminer. Oh, je pense qu'en tout cas, on terminera ou sinon vendredi, quoi. Mais normalement, voilà. Ensuite, on a les études de cas. Donc voilà, ça sera rapide aussi. Donc je pense que vendredi, on aura fini ça. Et la semaine prochaine, on passera à espace-temps et temps-espace. Parce que après, peut-être que je ferai un live dimanche soir. Mais je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va clôturer le live. Alors, dites-moi si j'ai dit beaucoup de voilà ou pas. Est-ce que je me suis améliorée? Parce que j'essaye de faire attention. Mais c'est pas encore trop ça. Donc, je crois que je me suis pas mal entendue. Alors, voilà. Ouais, plein de gratitude. Merci Florence. Merci beaucoup. Exactement. Tout à fait. Merci Skywalker d'avoir été là. Passe une bonne soirée. Donc pour tous ceux qui quittent le live, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien. Merci Jason. Merci beaucoup. Merci. Bah oui, merci à vous. Ouais, exactement. Exactement. Voilà, ça fait partie les voilà font partie du live, donc c'est comme ça. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie encore d'avoir été là.
N'hésitez pas à me dire peut-être sur les prochaines fois si vous souhaitez que je vous fasse monter en live. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas de demande, mais je me dis quand même que de temps en temps, ça pourrait être bien. Donc peut-être que vendredi, par exemple, voilà, je pourrais vous faire monter en live si ça vous dit. Donc vous me direz. On en reparlera. Et, et c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir assisté à la lecture. Et on reparlera de la numérologie là. Très très bonne soirée. Merci, merci Nina. Merci à toi. Ouais, c'est notre petit club de lecture, exactement. C'est ça. Voilà, merci Florence, merci Eric, Jason, Lydie, Didine, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et je suis en train de vous préparer des nouvelles vidéos YouTube. Donc voilà, ça va arriver. Très très bonne soirée et très bonne nuit. Et je vous dis du coup à jeudi. Très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. J'éteins le live.